Je boucle mes bagages. Mais cette fois, c'est pour faire le chemin en sens inverse, pour rentrer en France. Je me plante devant ces énormes valises, mains sur les hanches, à les fixer pour essayer de me rendre compte qu'ils contiennent les 2 années passées à vivre ici, à accumuler des souvenirs, et que je dois repartir sans savoir quand je reviendrai. 3 mois se sont écoulés depuis que je suis rentrée, le cœur rempli de joie de retrouver ces paysages et mes proches. Voilà, ماشي عكس 3 mois que je dégaine mon micro à toutes les occasions possibles, avec comme une sorte d'urgence de récolter tous les sons et les témoignages que je veux ramener et faire écouter en France. Alors chargée comme une mule avec ces bagages aussi lourds que ma peine de devoir partir, je dégaine mon micro une dernière fois pour traverser les rues de Ramallah et retrouver Tarek. مع الدخان لف Il a suivi toute la progression du podcast, alors c'est l'heure du bilan. Yallah, je t'emmène. Ces bruits vont me manquer. Vous savez, c'est précisément ce moment juste avant de partir où chaque bruit, chaque odeur est encore plus intense et où on regrette de s'y être habitué au point de ne plus y prêter attention. Mais je me dis que je préfère me concentrer sur ce moment avec Tarek. Je ne l'ai pas prévenu que j'allais venir. J'ai décidé de débarquer à l'improviste comme je l'ai toujours fait. Je ne veux pas que ce jour de départ sans retour soit spécial. Alors quand il me voit débouler en nage avec mes énormes bagages, il court pour venir m'aider. On traîne mes boulets à l'intérieur de la cour ensoleillée de cette maison traditionnelle que je connais bien maintenant. Il ne pose pas de questions sur mes bagages. Visiblement, lui aussi préfère ignorer que l'heure de mon départ approche. Mais il a bien compris que j'étais là pour attendre le taxi avec lui. Tarek a ce rare don de l'intelligence des gens. Alors il ne pose pas de questions. Et on parle d'autre chose. كثير شمس صح؟ Comme vous devez sûrement le percevoir simplement avec sa voix, Tarek est une force tranquille. Le genre de gars qui n'a pas besoin de parler fort pour qu'on l'écoute. Il a l'air un peu sérieux comme ça, mais quand je lui demande comment ça va, il me répond que والله الحياة حلوة كله تمام فيش مشاكل ça va. vous avez entendu son sourire en coin. Tarek me répond que franchement, la vie est belle, tout va bien, sans aucun souci. Hakuna Matata. J'avoue, j'ai rajouté le Hakuna Matata, mais s'il vous fallait encore comprendre l'omniprésence du sarcasme en Palestine, eh ben en voilà une preuve supplémentaire. Comment tu vas ? Ici, c'est une question aussi banale que dénuée de sens, parce que comment ça pourrait aller ? Alors à question bête, réponse sarcastique. Bref, Tarek, c'est un gars qui a l'air un peu sérieux au premier abord, mais qui se prend autant au sérieux qu'il ne fait de blagues. بشتغل سكرورتي Et moi qui ai toujours pris le temps de prévenir à chaque fois que je sortais mon micro, cette fois, je ne lui demande pas. Je lui explique simplement que je veux encore capter quelques ambiances avant de repartir. Ah bah tiens, un peu comme ces babillements d'enfants. Ah oui, les klaxons des voitures aussi. Et puis les oiseaux. Les discussions, l'appel à la prière de la mosquée, les cloches de l'église. Tarek hausse les épaules et me dit مش عارف C'est son mot préféré pour dire oui, fais comme tu veux. En réalité, je m'en doutais. Tarek a suivi toutes les étapes du podcast. Il m'a même aidé à enregistrer en fait. I wanna hear your beautiful voice. Et puis, il me demande si j'ai pu faire tout ce que je voulais. Je prends une seconde pour réfléchir. En fait, il y a une chose qui me trotte dans la tête depuis quelque temps. Vous vous souvenez ? En fait, je vous avais laissé avec cette question dans l'épisode précédent. Je vous la repasse. Comment ils font les Palestiniens et les Palestiniennes pour endurer tout ça ? Parce que si vous vous souvenez bien, on a rencontré des Palestiniens et Palestiniennes qui nous expliquaient la manière dont l'occupation israélienne se manifeste et surtout comme tous les aspects de la vie sont concernés. Dans l'épisode 1, on avait retrouvé Dia dans un café parisien où il nous expliquait qu'en tant que Palestinien, il ne peut pas aller en Palestine. Et j'ai été refusé 3 fois. Dans l'épisode 2, Issam, le chauffeur de taxi, nous avait emmenés à Ramallah et nous avait montré la complexité des routes en Cisjordanie à cause du mur On passe notre temps à faire des cercles et des cercles. Mais tu vois, il y a le mur là. À cause du mur, on doit faire un détour pour pouvoir passer de l'autre côté. et des barrages militaires israéliens. C'est tout un processus à traverser des checkpoints, à se faire interroger par les militaires et puis le trafic au checkpoint et tout. Ça, c'était Samy, le prof clope au bec sur son balcon d'où il nous racontait comment la Cisjordanie était une grande prison à ciel ouvert.
Et dans l'épisode 4, il nous avait expliqué la violence des colons israéliens qui vivent illégalement en Cisjordanie. Donc les colons aujourd'hui, ils se baladent avec des armes, ils menacent des gens, ils passent leur temps à harceler des Palestiniens en tirant sur des maisons palestiniennes ou en brûlant des fermes palestiniennes, et ils sont prêts à détruire, à tuer, à assassiner. Dans le 5e épisode, avec Jérias, on avait fait un tour de Ramallah où un marché central venait de se faire brûler. La semaine dernière, le souk était brûlé par les soldats israéliens. Et une maison bombardée. Et maintenant, on va voir la maison qui était détruite par les soldats israéliens ici. Dans l'épisode 6, on avait rendu visite à Abu Ammar dans un camp de réfugiés, lesquels sont régulièrement visés par l'armée israélienne. Donc on vit dans cette prison, et parfois dans cette prison, on a l'impression de ne pas avoir de vie. Dans le 7e épisode, on était allé prendre une citronnade avec Juliette, qui nous expliquait comment l'occupation israélienne s'immisçait même jusque dans l'intimité d'un couple. Moi qui viens en Palestine 2 ans, j'ai plus de droits que lui, qui vit pourtant dans son propre pays. Et dans le 8e épisode, on avait suivi Lina, dans la ferme agricole où elle travaille, et on avait vu le mur. J'ai l'impression que c'est du carton, comme s'il pouvait s'effondrer à n'importe quel moment. Les colons, Ce sont juste des bâtiments, avec des gens dans chacun des blocs, des familles. C'est bizarre de voir tout ça, et puis de voir des gens bouger là-bas, et nous on bouge ici. et aussi comment l'occupation israélienne s'approprie les ressources en eau en Cisjordanie. Donc ce que fait Israël, c'est que c'est eux qui extraient l'eau des sols et après ils nous la revendent. Et nous, on n'a pas d'autre choix que de l'acheter parce qu'autrement, comment est-ce qu'on pourrait se procurer de l'eau ? Et ça, ce sont les sujets qu'on a pu prendre le temps d'aborder. Évidemment, il y en a d'autres, même des choses qui peuvent paraître futiles au premier abord. Je me souviens de ce que Samy m'avait dit. On la voit sur les boîtes de légumes au marché, sur des t-shirts, sur des panneaux quand on roule sur la route entre Ramallah et Naplouse, ou n'importe quelle autre ville d'ailleurs. On voit des panneaux pour des élections israéliennes. Ce sont des élections où on n'a même pas le droit de voter. Quand j'allume ma radio, ou alors le simple fait que je ne peux pas prendre l'avion à partir d'ici, dans mon pays, il n'y a pas d'aéroport. Nos aéroports ont soit été détruits, soit transformés en aéroports israéliens. Pour moi, c'est un rappel qu'il y a une occupation. L'occupation est bien là. Honnêtement, il n'y a pas un instant où tu ne ressens pas quelque chose d'amer. Même si tu t'amuses, tu profites, au quotidien, l'occupation ronge chaque bout de notre temps, de notre journée, de nos pensées, simplement en existant, en étant là. Cette charge mentale que ça représente pour nous au quotidien, elle est extrêmement lourde. C'est comme une sorte de nuage sombre qui flotte en permanence au-dessus de toi et qui te suit partout. Ce n'est pas une pensée réjouissante, ce n'est pas une réalité dans laquelle on a raisonnablement envie d'exister. C'est dur de se projeter dans cette réalité si éloignée de la nôtre, n'est-ce pas ? Alors la question n'en est que plus légitime. Comment on tient dans des conditions pareilles ? Eh bien maintenant que Tarek me demande si j'ai bien tout ce qu'il me faut et que je me repasse en mémoire tous les témoignages qu'on a eus dans ce podcast, je ne peux que me souvenir des réponses que j'ai eues. À commencer par celle de Wissam. Wissam, c'était l'amoureux de Juliette dans l'épisode 7. C'est notre quotidien. Ça ne nous affecte pas si facilement. On a été habitué à n'avoir presque aucun privilège, d'aucune sorte, au point que ça devient notre normalité. J'ai l'impression qu'en tant que Palestinien, on a maintenant la peau dure. Avoir la peau dure. D'aucuns répondront que les Palestiniens et Palestiniennes sont résilients. C'est le mot à la mode depuis quelques années. Dans la culture palestinienne, et pas seulement, il existe un concept central, celui de... Soumoud. Vous vous en doutez, c'est un mot en arabe. La particularité de ce mot, c'est qu'il est très difficile de le traduire. Alors quand je pose la question à Tarek de sa signification... J'aurais aimé que cette interview soit en arabe. Pas facile. Et pourtant Tarek parle très bien anglais. Alors pour m'expliquer le concept de Soumoud, il a senti qu'il lui fallait en revenir à sa langue natale. Si tu me demandes quelle est la différence entre... Enfin, pas la différence, mais plutôt ce que signifie Soumoud et ce que signifie Ribat, on pourrait dire que Ribat a une connotation plus religieuse et un engagement plus fort. Pour moi, le Ribat est un devoir, le devoir de rester attaché, de tenir une position. Même dans des moments où on a l'opportunité de partir du pays, vivre ailleurs, s'expatrier. Peut-être que le Soumoud t'empêche de partir, mais pour moi le Ribat est encore plus fort que ça.
Comparer les concepts de Sumud et Ribat, c'était aussi revenu dans l'explication de Sami, qui pour m'expliquer le concept de Sumud est d'abord revenu sur celui de Ribat. Ribat, en fait, c'est tenir bon. On empêche la perte de notre territoire. On empêche que notre nation, dans le cas de la Palestine, qu'elle soit effacée, qu'elle disparaisse dans l'oubli. Aujourd'hui, notre existence ici en Palestine, et le fait qu'on reste et qu'on ne s'en échappe pas, ça fait partie du concept de Ribat. Ribat, c'est refuser de quitter les terres. Tu tiens et tu restes sur ces terres. Et tu ne te rends pas à l'ennemi, à l'agresseur. Rester ici, ça s'appelle Ribat. Sumud, c'est Ribat. Sumud, c'est la constance et la solidité. Être résilient envers et contre toutes les conditions horribles autour de nous. Rester résilient sur nos terres. C'est Sumud de continuer de faire ce que tu veux faire en dépit de toutes les difficultés. C'est créer l'impossible à partir de rien. Donc, rester, c'est Ribat. Continuer à vivre, c'est Sumud. C'est essayer de mener une vie normale quand tout, autour de nous, essaye intentionnellement de nous empêcher de mener une vie normale. Le but d'une occupation, c'est de créer une chose qu'on appelle un environnement coercitif. Ça veut dire qu'ils veulent créer un environnement où vivre devient tellement dur, tellement invivable que tu finis par faire le choix de partir. Essayer de vivre une vie normale, en fait, c'est résister à cette notion. D'accord, tu essayes de mener la vie dure, ok. Donc moi, j'accepte peut-être des choses que d'autres n'accepteraient pas, mais je suis heureux, vraiment sincèrement heureux de la vie que j'ai. C'est ça la vraie définition de Sumud. Sumud, c'est être capable d'être heureux dans notre vie, tout en sachant que tout autour de nous nous force à être malheureux et mal à l'aise. C'est ça Sumud, pour moi. Mais je me souviens que quand j'avais posé la même question à Abu Ammar, mon ami qu'on avait rencontré dans le camp de réfugiés de Jalazoun, je me rappelle que quelque chose s'était allumé en lui. C'est d'être patient. Pour quelque chose qui arrivera plus tard et on espère, on continue de nous nourrir d'espoir en restant patient et en continuant de survivre dans cette situation. C'est comme être un arbre sur cette terre, de tenir notre droit de manière puissante, de savoir et continuer de croire que c'est quelque chose de juste, alors on s'y accroche. Sumud, comme la patience, l'espoir, l'attachement puissant à ce en quoi on croit. Je ne sais pas vous, mais moi je ressens la frustration de Abu Ammar quand il cherche ces mots. Alors, il en vient à autre chose que sa langue natale. Lui, il invoque un écrivain palestinien. Hassan Kanafani a dit qu'on allait rester sumuddin, forts, comme des arbres enracinés dans la terre. Les mots que choisit Abu Ammar ne le sont pas au hasard. Cette idée de rester enraciné est centrale dans la culture palestinienne, comme ce à quoi ça fait référence, l'olivier. Des arbres endémiques qui sont parfois centenaires, qui étaient là avant nous, les humains, qui resteront après nous et dont les branches représentent la paix, même chez nous en France. L'image de l'olivier revient sans cesse dans la poésie palestinienne, riche et centrale, comme dans ce poème du célèbre poète Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish est l'un de ces rares poètes à avoir été connu de son vivant. Je crois que ça tient surtout à un talent de mettre en mots des sentiments profonds et communs à tout le peuple palestinien, toutes générations confondues. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد الصيف فهل تغضب؟ سجل Inscrit. أنا عربي Je suis arabe. اسم بلا لقب Mon prénom est commun. صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب Je suis patient dans un pays bouillonnant de colère. جذوري قبل ميلاد الزمان رست Mes racines, fixées avant la naissance du temps, وقبل الثرو والزيتون وقبل ترعرع العشب avant l'éclosion des siècles, avant les cyprès et les oliviers. Rester enraciné comme les oliviers centenaires, comme une manière de tenir, quoi qu'il en coûte. C'est ce que m'avait expliqué Dia, qu'on avait rencontré dans un café parisien dans le tout premier épisode. Sumud, ça veut dire on n'accepte pas, même si on va mourir. On va garder cette résistance jusqu'à mourir. Et l'idée de ne jamais abandonner, Lina aussi en avait parlé. Elle avait plus spécifiquement parlé de cette force intérieure qu'elle essayait de cultiver au sens figuré comme au sens littéral, puisqu'elle est agricultrice.
C'est ce qu'elle essayait de m'expliquer avec ses mots à elle. Parce que c'est vraiment beaucoup plus que simplement le travail, parce qu'on occupe la terre. Et je pense aussi que les choses qu'on fait au quotidien, c'est aussi de la résistance. Ce n'est pas conditionné au fait qu'elle soit armée. Ou alors, comme si j'essayais d'écrire quelque chose pour expliquer aux gens. Non, c'est en interne. C'est de la résistance avec toi-même. Tu fais comme ça, tu vois des trucs et tu te connais toi-même. Donc en fait, Soumoud, ce que j'en comprends, c'est que c'est un savant mélange de persévérance, de résilience et de résistance. Des mots nobles qui résonnent forcément en chacun et chacune d'entre nous, n'est-ce pas ? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'admire cette capacité à endurer sans jamais abandonner. Même les Palestiniens s'admirent parfois entre eux, comme me l'avait expliqué Sami. Et là, je te parle en tant que Palestinien de Cisjordanie. Si tu avais posé la question à un Palestinien de Gaza, même avant le 7 octobre, ils auraient une attitude similaire à ce que je suis en train de t'expliquer. Alors même que leur situation et toute sa complexité est bien, bien pire. Moi, personnellement, je ne pourrais pas m'imaginer vivre cette vie. Je ne peux m'imaginer vivre pendant 20 ans enfermé à Gaza, qui est un territoire qui est seulement une fraction de la Cisjordanie. Gaza est tout petit. Et il y a 2 millions de personnes qui vivent là-bas, enfermées depuis 20 ans, bombardées une année sur 2. Les Israéliens lâchent des tonnes de bombes sur les Gazaouis, les tuant dans leur sommeil, tuant des familles entières, des enfants, des femmes, des personnes malades. Un siège total depuis si longtemps. Et même dans ces conditions, le peuple de Gaza continue de trouver des façons de sourire, de vivre, d'essayer de tirer le meilleur des terres dans lesquelles ils sont enfermés. Si tu es en prison pour longtemps, tu vas essayer de faire en sorte que ta cellule ait l'air un peu plus agréable parce que tu as besoin de cette positivité dans ta vie. Quelque chose qui te donne une raison de te lever le matin. Et donc, comme ça fait des générations que ça dure, et qu'on vit cette réalité depuis tout ce temps et qu'elle ne fait qu'empirer de génération en génération, on a besoin de faire face. Ça fait tellement longtemps que ça dure qu'on ne peut pas s'empêcher de passer de bons moments. En réalité, si on veut survivre, on doit chercher les bons moments, on doit les créer, on doit passer de bons moments avec nos amis, aller boire un verre, aller faire une randonnée, aller camper. On doit faire semblant que tout va bien, alors que rien ne va. Par exemple, j'ai vu des vidéos d'enfants à Gaza en train d'utiliser des gros câbles électriques inutilisés comme tyroliennes ou aussi comme balançoires. On pourrait aussi dire la même chose des habitants en Cisjordanie, à Jenin, à Tulkarem, dans la vallée du Jourdain, dans les villages encerclés par les colonies. Tous les Palestiniens et Palestiniennes ont l'air d'avoir en eux cette force, Soumoud, pour pouvoir continuer à vivre en dépit de tout. Et alors que je vous dis ça, toute mon admiration et à quel point je trouve ça inspirant, je trouve que quelque chose cloche. C'est Sami qui met le doigt dessus. Soumoud a été romantisé par les gens et surtout les étrangers. À chaque fois que quelque chose d'horrible se passe ici en Palestine, ils vont dire des choses comme « Oh, quel peuple résilient, blablabla » et des gens qui disent « C'est leur destin ». Mais Soumoud, ce n'est pas un choix, c'est une mesure de désespoir parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a pas envie d'être Soumoud, on voudrait plutôt éviter d'être dans ce mode Soumoud. On préférerait une vie normale et ennuyeuse. En somme, Soumoud, c'est une mesure par défaut. On est résilient parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et puis surtout, Sami insiste sur un autre point. C'est comme si ça nous réduisait à ce statut. C'est ce que vous êtes. Un peuple solide, résilient, mais destiné à mourir. Et ça occulte notre humanité. On est des humains après tout, des sociétés, des familles, des ambitions, des rêves, des erreurs, des projets. Juste des êtres humains qui veulent vivre leur vie. On veut pas être dans ce mode Soumoud. Comme tout le monde, on veut passer des diplômes, se marier, avoir un job, faire des enfants, les élever, vieillir, puis mourir. Je crois que c'est la vie que beaucoup ici rêvent d'avoir, une vie normale. Donc résilient certes, mais pas au point de vouloir être réduit au statut de chair à canon, ou réduit à cette résilience au point de ne pas mesurer l'ampleur d'un drame. Parce qu'on a beau être résilient, personne ne peut s'habituer au drame qu'implique une vie sous occupation. Mais alors, attention à ne pas non plus verser dans la pitié ou la victimisation. Ça, c'est ce que Tarek me fait comprendre avec un laconique.
Moi, ce que je veux dire à tout le monde, c'est qu'on va bien. We're good. On va bien. Comme une injonction à ce que nous ne nous apitoyons pas sur le sort des Palestiniens, dont Tarek se fait brièvement l'ambassadeur, en ajoutant que... Moi, je veux juste poser la question. Pourquoi est-ce que les autres pays ont le droit de se défendre, de résister, se battre, mais nous, les Palestiniens, on n'a pas le droit? On vit sous occupation. Je ne vais pas attendre que les Français ou les Allemands viennent me défendre. Et je me souviens aussi d'une phrase puissante que Wissam m'avait dite. Certes, on vit sous occupation, mais on est libre dans nos esprits. Dès le moment où nos esprits seront occupés, c'est là qu'on vivra réellement sous occupation. Et tant qu'on restera libre dans nos esprits et qu'on continuera à vivre avec cette certitude, aucune occupation, aucune tuerie ne pourra réussir. Donc, si on résume, Soumoud, c'est un concept fort dans la culture palestinienne, qui ne se traduit pas exactement en français, mais qui pourrait s'apparenter à une combinaison entre de la résilience et de la détermination, avec une connexion très forte à la terre et le fait d'y être enraciné comme un olivier, au point d'être capable d'endurer le pire. Parce que le simple fait de rester vivre en Palestine, et surtout quand tout est fait pour vous rendre la vie insupportable, c'est déjà une forme de Soumoud. Comme la nécessité de rester libre en pensée, la liberté des esprits comme dernier rempart contre l'occupation. Mais gare à nous qui admirerions trop ce concept au point de le romantiser. Être Soumoud n'est un choix qu'à défaut de mieux pour des gens comme vous et moi qui ne demandent qu'à vivre librement les peines et les joies d'un quotidien banal. Gare à nous si admirer les Palestiniens pour leur résilience venait à justifier l'injustifiable en faisant de la chair à canon. Gare à nous enfin de ne pas non plus tomber dans la pitié que tous et toutes ici exècrent. Et puis alors qu'on continue de papoter avec Tarek, j'entends une voiture s'approcher de près. De très très près. Et d'un coup, le taxi est là. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai tellement été embarquée dans mes souvenirs et la conversation avec Tarek que j'en avais presque oublié le taxi. Enfin, surtout ce qu'il représente. Le départ. Notre conversation est donc interrompue et je crois qu'on a tous les deux le sentiment qu'on aurait encore beaucoup de choses à se dire. Tellement de choses à se dire. Mais pour l'heure, on charge mes bagages dans le coffre du taxi et je dis au revoir à Tarek. Mais rapidement, hein. Un peu comme pour rester ensemble dans l'illusion que je repasserai demain, à l'improviste, comme j'ai l'habitude de le faire. Que ce ne sont pas des au revoir sans qu'on sache vraiment quand on se reverra. Je ne réalise toujours pas comme le temps a passé. J'ai vécu 2 ans ici, et je pars comme je suis venue. Enfin non, en fait. Loin de là. Je repars bien en taxi, mais loin d'être la même que celle qui est arrivée 2 ans plus tôt. Ce podcast en est une des raisons. Il m'a donné l'occasion de poser des questions aussi indiscrètes qu'essentielles. Et il m'a permis d'avoir des discussions que la pudeur et le respect pourraient prendre pour de la curiosité mal placée. Je repars avec l'impression d'avoir tissé des liens encore plus forts avec celles et ceux que j'aime ici. Avec l'impression d'avoir encore tellement à apprendre qu'il est trop tôt pour repartir. Même après 9 épisodes de podcast sur la Cisjordanie, j'ai le sentiment qu'on n'a pas tout dit, que ce n'est pas terminé, qu'il faut continuer à parler de ce qu'il s'y passe là-bas et dans le reste de la Palestine. Encore en ce moment. Surtout en ce moment où la situation ne cesse de se dégrader en dépit du cessez-le-feu conclu le 19 janvier dernier. Mais pour l'heure, il est temps pour moi de rentrer en France. Ben oui, je vous l'avais dit, j'étais venue pour faire mes cartons, vendre ma voiture et dire au revoir à mes amis. Quitter la vie que j'ai construite ici. Tout est passé très vite, comme on dit. Pour celles et ceux qui ont eu le privilège de voyager, vous avez peut-être déjà ressenti ça, le sentiment que le temps passe à une vitesse différente. De tous les endroits que j'ai pu voir dans ma vie, je n'ai jamais senti le temps s'écouler comme ici, en Palestine. Je me suis souvent posé la question sans jamais trouver de réponse. Je n'arrive pas à savoir à quoi ça tient, mais je vous assure que c'est spécial. Bref, je commence à divaguer parce que mes yeux sont rivés sur les paysages de collines qui défilent depuis le taxi qui m'emmène vers l'aéroport de Tel Aviv pour repartir comme je suis arrivée, ou presque. Comme à l'aller, la beauté des paysages est inévitablement interrompue par un barrage militaire israélien. Puis un deuxième. On arrive à l'aéroport, et puis je me retrouve à nouveau à devoir répondre aux questions d'un agent israélien, en face duquel je dois nier tous mes liens avec la Palestine et les Palestiniens. La force et la profondeur de ces liens rend l'exercice encore plus rude au retour qu'à l'aller, après tout le temps passé ici, avec eux. Comme une impression de les trahir. Mais l'agent finit par me rendre mon passeport et me souhaiter un bon voyage. Quelle drôle de formule quand on y pense. En partant, je laisse un petit bout de mon cœur. Malgré moi, il a un peu pris racine ici. Un petit bout de cœur planté dans les terres palestiniennes. Qui sait, peut-être qu'il se transformera un jour en olivier ? Je suis triste. Mais dans ces moments-là, mon soumoud à moi, c'est de me raccrocher à toute la joie que j'ai emmagasinée ici, par-delà cette occupation. Je ne l'efface pas.
Comment je pourrais ? Vous avez bien vu qu'elle est partout. Alors je prends toute cette joie, je la mélange avec la rage de voir ces injustices. J'y ajoute un brin de détermination à faire bouger les choses. Non, pas un brin en fait. Un bouquet entier et coloré, plein des feuilles de l'olivier que j'ai planté. Et c'est reparti. Yallah, on rentre. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 9e et dernier épisode du podcast. Dernier remerciement pour l'occasion, à commencer par vous, toutes celles et ceux qui ont écouté épisode après épisode et qui nous soutiennent par des jolis mots, des commentaires, des partages, des repartages, des réflexions, des impressions. J'espère qu'on a réussi à vous embarquer dans ce voyage pour donner la parole aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Réussi à vous montrer la Palestine autrement que par des chiffres et des images glaçantes. Réussi enfin à expliquer un contexte de manière accessible mais pas simpliste. Et si c'est le cas, j'espère que vous partagerez ce podcast tout autour de vous pour continuer à laisser les Palestiniens et Palestiniennes parler de leur réalité. Shukran jazilan. Et shukran aussi pour cet épisode à Tarek pour toutes nos discussions, Faten pour la déclamation du poème de Mahmoud Darwish, Karim Eranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lisse pour le joli visuel, et comme toujours Mewen, le co-créateur de ce podcast. Mewen à qui j'aimerais adresser un remerciement tout particulier. Mewen n'a pas seulement eu l'idée de ce podcast, il est aussi venu avec moi en Palestine pour comprendre, écouter et amener un regard extérieur qui était absolument nécessaire. Il a participé à toutes les étapes de production, y compris les questionnements, les doutes, les joies, et je suis vraiment fière qu'on ait réussi à mener ce projet jusqu'au bout. Mewen. Là, c'est le moment où tout le monde passe à autre chose, mais moi je ne peux pas ne pas remercier toutes celles et ceux qui ont virevolté tout autour de ce podcast pour le faire exister. Celles et ceux qui m'ont fait confiance pour apporter leur parole en France déjà. Dia, Issam, Sami, Jériès, Abou Ammar, Juliette, Wissam, Lina et Tarek. Pour le doublage aussi. Olwen, Jeanne, Yannis et Bastien. Pour le soutien et les feedbacks ultra utiles et constructifs, c'est une grande joie d'être ton amie, Cécile. Toutes celles et ceux qui ont écouté fidèlement, conseillé un peu, beaucoup, Léa, Marine, Clara, Franck, Mathilde, Elias et j'en passe parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Merci au Palestine Music Space, à Ramallah dont vous avez entendu les improvisations hebdomadaires dans cet épisode et pour nous avoir mis à disposition leur studio à Ramallah. Merci aussi à Massalia Vox à Marseille de nous avoir mis à disposition leur matériel et d'avoir pu collaborer avec leur super équipe, notamment sur une super séance d'écoute du podcast. Un hommage spécial à Marine Vlaovic aussi dont le podcast Carnet de correspondante et le travail qui lui survit aujourd'hui nous ont beaucoup inspiré. Et c'est un peu cliché, mais j'aimerais aussi remercier ma famille parce que je sais ce qu'ils vous en coûte, que j'ai laissé un bout de mon cœur en Palestine. Alors à vous tous et toutes, shukran jazilan.